Bonjour et bienvenue à ce forum culture qui nous réunit aujourd'hui organisé par Nos Cultures et l'association Nord-Ouest Culture sous la coordination éditoriale de M. Eustache Akbaton. L'art, dans toutes ses formes, c'est un miroir de notre société qui reflète à la fois notre histoire et notre avenir. Les critiques d'art jouent un rôle crucial dans cet écosystème, non seulement en façonnant les carrières des artistes, mais aussi en influençant les tendances du marché et les décisions des collectionneurs. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, leur impact est plus diversifié et complexe que jamais. Notre discussion de ce jour vise à explorer cette dynamique en profondeur. Nous aborderons comment les critiques d'art peuvent propulser ou freiner les carrières, influencer les choix des collectionneurs et même affecter les stratégies des galeries et des maisons de vente aux enchères. Nous discuterons également des défis et des opportunités que présente l'évolution des critiques d'art à l'ère des réseaux sociaux. Nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir des experts éminents du domaine de l'art qui partageront leurs perspectives uniques et leurs expériences, et je suis convaincue que leurs interventions vont enrichir notre compréhension de ce sujet. Merci à tous d'être présents et d'apporter vos idées et vos questions à cette discussion. Ensemble, explorons comment les critiques d'art influencent le marché de l'art et façonnent notre perception du monde artistique. Pour le faire, nous serons avec Faten Rouissi de la Tunisie. Faten, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, oui, Faten sera avec Eli Ramanankavana, qui est poète et romancier. Eli, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci, Eli. Également, Iko Jara va nous rejoindre dans ce panel. Je vais procéder à la présentation de nos différents intervenants. Je vais commencer par Faten Rouissi, qui est une Tunisienne, artiste engagée dont le travail explore les enjeux sociopolitiques et médiatiques. Elle a été formée à l'École des Beaux-Arts de Tunis et elle est maître assistante à l'École nationale d'architecture et d'urbanisme, active dans l'art public en Tunisie. Son œuvre diversifiée est présente dans plusieurs collections. Sélectionnée pour la Biennale d'art africain de Dakar 2024, elle avait déjà remporté le prix de la ville de Dakar en 2014 pour son installation Le fantôme de la liberté. Faten, cette présentation vous va? Merci beaucoup. Vous avez tout dit. Merci. Eli est un poète et romancier malgache qui vit à Antananarive. Grand lecteur et chroniqueur littéraire pour No Comment, il explore la littérature africaine et malgache. Passionné de poésie depuis son adolescence, il a publié son premier recueil Encre et Lumière en mai 2024, suivi de 1000 naissances pour quelques morts en juin 2024. Il prépare également un recueil de nouvelles et un roman, tout en étant critique d'art primé pour son analyse de Jody Bieber. Vous avez quelque chose à ajouter, Elie? Non, c'est bon, je pense que tu as tout dit également. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci, Elie. Et Igo Jara, qui est notre troisième invité, qui doit nous rejoindre, a été nommé commissaire général des rencontres de Bamako 2024, la Biennale africaine de la photographie. C'est un éminent galeriste et acteur culturel. Igo avait déjà dirigé la 12e édition de cette biennale en 2019. Il est le fondateur de la Galerie Medina et des éditions Balanis. Il est reconnu pour son engagement dans la promotion de l'art africain et a produit des travaux remarqués sur Ali Farka Touré et Bazoumana Sissoko. Sa nomination marque un renforcement de la diplomatie culturelle et promet de placer Bamako au cœur de la créativité africaine en novembre 2024. Bamako qui va se dérouler en même temps que Dakar, ce qui promet. Alors, pour introduire ce panel, nous allons parler du rôle et de l'impact des critiques. Aujourd'hui, Elie, comment définiriez-vous le rôle des critiques d'art dans l'écosystème artistique? Alors, aujourd'hui, le critique d'art, déjà, c'est celui qui a son mot à dire, en fait, sur la qualité de l'œuvre. Le critique d'art vaut quelque chose, justement, parce qu'il est censé être objectif, en fait, dans son évaluation de l'œuvre, et pour placer cette œuvre-là dans une certaine circonstance socio-culturelle. Le critique d'art, justement, en donnant son avis, il va inscrire l'œuvre
dans une histoire d'abord qui est l'histoire de l'art. Et justement, c'est ce rôle-là, je pense, qui est pour moi primordial parce que demain, après-demain, qu'est-ce qui va rester en fait de ces œuvres-là? C'est justement ce narratif-là. Et ce narratif-là est important parce que justement, pendant une très très longue période, ce narratif-là a été justement du côté de l'Occident. C'est l'Occident qui regarde l'art africain et qui porte un discours sur cet art-là. Aujourd'hui, avec le développement donc des critiques d'art sur le continent, dans la zone sud, nous avons l'opportunité de porter nous-mêmes notre discours sur notre art à nous. Et donc, c'est un procédé qui va donner donc une liberté et une responsabilité également pour faire notre art aujourd'hui. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cela. Merci Elie. Fatel, vous partagez son avis? Votre micro est fermé. Oui, pardon. Alors, justement, je trouve que ce qu'avait dit Elie est très important parce que est réel, parce que une critique d'art a pour rôle d'évaluer. Donc, lui qui apporte il a un mot très important à dire, à présenter une œuvre ou un artiste. Donc, et le placer dans son contexte et en même temps donner une valeur, c'est-à-dire au niveau de la valeur non seulement, c'est-à-dire peut-être commerciale, mais en même temps une valeur importante au niveau du sujet, de sa valeur par rapport au côté contemporain. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans le côté réel et actuel des choses? Parce que maintenant, le marché de l'art, n'oublions pas, on est dans l'art contemporain, l'art actuel, l'époque dans laquelle vivent les artistes contemporains, et c'est important que ça soit une valeur sûre. Et le critique d'art a ce rôle-là important d'évaluer et de présenter donc un artiste ou une œuvre. Donc, pour vous, les critiques d'art sont importants, surtout pour les artistes émergents. Oui, parce que c'est eux qui, et bon, même parfois, leur rôle est parfois similaire à un galeriste qui aussi présente un artiste ou qui fait la sélection. Donc, parfois, c'est vrai qu'il y a une complémentarité entre eux. Et un critique d'art, pour les artistes émergents, est très important. Et même pour les artistes connus, tout dépend donc du thème, de l'exposition, du contexte dans lequel va être placée l'œuvre. Je trouve que même si l'artiste est connu, le critique d'art a son mot à dire dans le choix de la sélection. Il influence la mise en place de l'exposition, que ce soit dans les galeries, dans le musée ou dans les biennales. Et c'est l'œuvre, en fait, c'est l'œuvre et sa démarche, son sujet qui influence le choix des critiques. La question s'adresse à tous les deux. Aujourd'hui, pensez-vous que les critiques ont plus ou moins d'influence par rapport au passé? On commence par Elie. Alors, aujourd'hui, ce que l'on a aujourd'hui, en fait, c'est un certain développement d'un discours critique sur l'art d'une certaine zone. Parce que il faut penser l'art comme une géographie. Il y a le centre, donc, surtout pour le monde de l'art, disons, francophone, hein, il y a toujours un certain centre et une certaine marge. Ce centre-là, il a justement une certaine vision de l'histoire de l'art. Et aujourd'hui, avec l'émergence donc de nombreux critiques et de nombreuses pensées sur l'art africain, on a en fait la marge qui est en train d'avoir une voix.
aujourd'hui, porté justement par ces critiques-là. Et c'est en cela que la place du critique d'art africain aujourd'hui devient de plus en plus important. Fatem? Oui, je trouve que la place du critique d'art aujourd'hui influence énormément le marché de l'art, que ce soit sur, comme il a dit Elie, c'est-à-dire peu importe la situation géographique. On est parfois dans une situation qui est, c'est-à-dire, même si on est dispersé dans le monde, le critique d'art a un rôle important, c'est de réunir, comme maintenant c'est très intéressant, vu que avec les grandes biennales et les grandes expositions internationales, il y a ce va-et-vient, ce voyage et ce rapprochement des continents. Et donc, quand le commissaire d'art, le critique d'art est ouvert à toutes les pratiques, à cette faculté de travailler en connexion avec le monde, c'est-à-dire avec la position géographique des artistes, je trouve que ça ne fait qu'enrichir et je trouve qu'il peut jouer aussi un rôle important pour réunir toutes les différences. Parce que c'est grâce à ce choix-là que les démarches ou les œuvres peuvent se côtoyer et fait la richesse de toute exposition internationale. Alors, aujourd'hui, Elie et Fatem, qui est critique d'art et qui ne l'est pas? Elie. Alors, aujourd'hui, quelle est la différence véritablement entre un critique professionnel, disons, et celui qui porte un avis sur l'art? C'est que, justement, le critique doit arriver à mettre en œuvre une certaine connaissance, justement, qui va faire valoir, en fait, son avis par rapport aux autres. Il doit donc avoir une certaine connaissance du milieu, une certaine connaissance de l'histoire de l'art, une certaine connaissance des enjeux autour de l'art d'aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que son avis prime. Toutefois, chaque personne peut avoir son avis sur une œuvre. Et si on va, par exemple, sur des sites comme des sites Internet où on présente des livres et tout ça, on a des commentaires qui sont assez poussés selon le profil. Mais il y a effectivement des critiques qui ne sont pas forcément professionnelles et qui valent quelque chose toujours parce qu'ils mettent en œuvre une certaine connaissance en fait de l'œuvre, de l'artiste, des enjeux autour, et c'est ça qui prime. Fatem? Je trouve que c'est difficile de dire comment être, est-ce qu'un bon critique d'art, est-ce qu'il est, comment savoir s'il est professionnel ou pas professionnel. Mais dans la vie, il y a toujours des gens qui sont mieux écoutés que d'autres. En plus ils arrivent à communiquer plus que d'autres. Et je ne peux pas dire qui est le plus, qui ne l'est pas, mais je sais que si un critique d'art fait réellement son rôle, arrive à mettre en valeur le maximum d'artistes possible, à mettre en valeur le maximum d'œuvres, à ne pas se limiter à 2 à 3 artistes qu'il connaît et qu'il arrive à placer facilement ou à en parler facilement. Je trouve qu'il y a un travail de fond, le critique d'art, en fait, c'est son choix. S'il a envie d'être réellement aux côtés des artistes, je trouve que les artistes méritent d'être visibles. Les œuvres doivent être visibles au maximum, parce que surtout que maintenant,
il y a énormément d'opportunités, mais en même temps, il y a beaucoup d'artistes qui attendent des opportunités, qui attendent. Donc, quand je trouve qu'un critique d'art, c'est quelqu'un qui a cette faculté de bouger dans tous les sens, de parler d'artistes de plusieurs continents, de ne pas se concentrer uniquement sur une zone ou une période toute sa vie. Je comprends qu'il faut être spécialisé et tout, mais plus on donne une chance, plus d'ouverture, je crois que c'est là que le critique, à mon sens, joue un rôle très important et il mérite bien pour moi sa fonction et qu'il ne se limite pas à être travaillé d'une manière restreinte. Voilà. Alors, Faten, est-ce qu'on pourrait avoir un exemple où un critique ou une critique d'art a eu un impact significatif sur, par exemple, vous, votre carrière en tant qu'artiste? En fait, je parle de Faten en Tunisie. C'est vrai que tout artiste a commencé d'une manière timide, peu connue du monde, et qu'il y a deux facteurs importants. Un, l'acharnement de l'artiste, son travail, sa persévérance, peu importe les difficultés. Ça, je l'ai vécu et je le vis encore, comme tout artiste, qui toujours espère le meilleur, espère d'être représenté, espère d'être toujours. Et il y a un travail très, très important, c'est de se battre et d'aller vers l'avant. Et en même temps, il y a, non seulement il y a les travaux, le travail donc, de l'artiste, mais en même temps, ce petit coup de pouce, cette personne qui remarque son travail. Et ben, donc, en tant qu'artiste, donc j'ai travaillé une fois, donc à partir de 2008, que mon travail, excusez-moi, je projette. Donc, que mon travail a commencé à être visible, donc à partir de 2008-2009. Et je commençais à faire donc des installations ou des œuvres assez grandes et que je participais à un symposium en Tunisie, à la Marsa. Et donc, mon nom a commencé, vu l'échelle, vu le travail et le contexte de cette œuvre, c'est une œuvre critique. Et donc, ça a commencé ainsi que j'ai été repérée par un critique d'art par la suite qui m'a présenté à d'autres, donc en Algérie, après en plusieurs donc, pays, et que c'était une fois et après c'est l'œuvre qui a parlé d'elle-même. Donc vous voyez, ce nom-là, je ne sais pas si je peux le dire, qui m'a vraiment dit en Tunisie, c'est Madame Rachida Triki, qui est connue dans la scène MENA, donc qui part de la Tunisie vers et que donc, et à travers ce nom, mon projet qui a été présenté pour le PANAF en 2009, donc mon travail était visible et c'est comme ça que ça a été fait. Mais tout le reste, c'est aussi un travail vraiment personnel, d'une œuvre à l'autre, mais je ne reste pas, j'ai pas un suivi personnel, donc d'une galerie ou d'un critique d'art toujours, non, c'est comme une œuvre qui vole d'un continent à l'autre, d'une idée à l'autre, ou d'un voyage à l'autre, mais c'est comme une petite connexion qui se fait comme ça, petit à petit. C'est bien Rachida Triki de la galerie Sadika. Non, elle n'a pas de galerie, Rachida Triki, elle est philosophe, elle est critique d'art et donc elle travaille avec beaucoup de Ah oui, elle travaille avec l'espace Sadika quand elle participait à une exposition au niveau elle travaille avec beaucoup d'acteurs culturels et beaucoup de Tunisiens et en même temps, en dehors de la Tunisie, elle travaille aussi même sur le continent africain ou dans la zone MENA. Oui. Il faut le dire que nous n'avons pas beaucoup en Tunisie de critiques c'est vraiment très très limité. On ne compte pas au nombre de 5.
Non, j'avais retenu le nom parce que c'est l'occasion. Je les ai connus avec Ikram au niveau de CDA lors d'une des dernières éditions à laquelle j'avais participé. C'est possible. Donc, c'est une dame qui écrit beaucoup et qui est connue. Donc, et ça, c'était donc, je lui dois beaucoup dans cette, le fait de me présenter donc des critiques d'art. Et c'était comme ça, à partir de 2009, que le projet a été lancé. Et après, donc, il fallait continuer que je travaille, et ainsi de suite, et que tout le monde a son chemin, et que voilà, après, c'est normal que un travail appelle un autre. Hein. Donc, ça aide. Ça aide les critiques, ça aide les gars, ça aide les gens. Mais derrière tout ça, un travail très difficile personnel. Parce qu'on fait nous-mêmes notre propre. Donc, je parle moi-même sur les réseaux sociaux, je parle de mon travail. Je continue à me faire aussi un travail personnel. Donc, ça, c'est très important. Voilà. Merci juste beaucoup. Je voudrais rebondir un peu sur ça, si vous me permettez un peu. Oui, je vous permets. Allez-y. Oui, en fait, sur le rôle du critique d'art, sur la construction d'une carrière, en fait. Juste pour citer des exemples, disons, de critiques ou de mouvements critiques qui ont mis fin à la carrière d'artiste, par exemple, ou d'écrivain. Nous avons donc, en littérature, on a par exemple le cas de Yambo Le Guem avec Devoir de violence. Donc il a obtenu c'est l'Africain qui est le premier à obtenu le prix Renaudot. Et puis il y aura une vague de critiques en fait qui va dire que c'est un plagiaire, pour résumer. Et donc Yambo Le Guem, il va tomber suite à ces critiques-là. Et son œuvre va se déconstruire, il va même arrêter absolument d'écrire plus tard. Et puis on a aussi par exemple l'exemple de Romain Gary. Romain Gary qui obtiendra le prix Goncourt. Et puis les années passent et puis il va être critiqué par ses œuvres. Il va s'inventer une autre identité, Émile Hadjar, La vie devant soi, qui va obtenir lui aussi le prix Goncourt. Et alors qu'à côté, son œuvre sera aussi critiquée en tant que Romain Gary. Et donc, tout cela va remettre en cause, en fait, effectivement, le critique peut construire, mais il peut aussi déconstruire une carrière. Et aussi, il se peut que le critique ne soit pas objectif, parce que plus tard, on va se rendre compte, par exemple, que, effectivement, Yambo Le Guem, dans Devoir de violence, n'a jamais plagié personne. Oui, et que Romain Gary aussi, malgré les critiques, il va obtenir un autre Goncourt plus tard. Et donc, tout cela, c'est pour relativiser un peu le rôle du critique et pour dire qu'effectivement, le critique peut aussi déconstruire l'artiste. Voilà, et on salue l'hommage qui a été rendu à Yambo Le Guem par un écrivain sénégalais, en l'occurrence Mboudarsa, dans son dernier livre qui a été primé, prix Goncourt. J'oublie le titre, tu me le rappelles, Élie? Oui, La plus secrète mémoire des hommes. Voilà, c'est ça. Alors, Élie, une question qui s'adresse à vous, qui s'adresse à toi. Et comment pensez-vous que les critiques d'art influencent les décisions des collectionneurs et des investisseurs, ou plutôt c'est le contraire? Alors, là, on va vraiment entrer dans la relativisation, en fait, du positionnement du critique. Le critique, il va effectivement influencer le marché en disant que voilà, telle œuvre est pertinente par rapport à cette question, parce que ceci, parce que cela. Il va l'analyser, le faire comprendre, et donc il va influencer effectivement la demande de l'œuvre d'art. Mais de l'autre côté, le marché va aussi influencer en fait le critique.
ne serait-ce que parce que le critique, dans un premier temps, il est dans une certaine géographie. Par exemple, si c'est un critique malgache, par exemple, si l'artiste est malgache, il aura bon gré, mal gré, une certaine sympathie pour cette œuvre-là. Ensuite, l'œuvre en question, comment est-ce que le critique il va choisir l'œuvre critiquée? Généralement, ça dépend de tout un système médiatique. C'est-à-dire qu'il y a les prix, il y a les passages sur les médias, et c'est comme ça en fait que le critique il va découvrir l'œuvre. Ce qui fait qu'en fait, le critique, il sera amené à commenter, à critiquer une œuvre déjà en vue. Aussi, le critique, il va émettre une critique dans un marché de critiques. C'est-à-dire qu'il ne sera pas le seul. Il y aura d'autres critiques qui ont déjà émis leurs avis. Et donc, ça va créer un mouvement de mimétisme. Un mimétisme, c'est-à-dire qu'il va imiter les autres ou il va se définir par rapport aux autres. Donc, ça peut être un mimétisme positif, hein, quand il va imiter ses collègues, comme ses collègues vont dire que l'œuvre est de très bonne qualité, il va le dire aussi, peut-être. Et ça peut être un mimétisme négatif, c'est-à-dire qu'il peut vouloir se distinguer des autres et émettre un avis contraire, indépendamment de l'œuvre. Et enfin, le critique, disons qu'il est influencé justement par ce marché du critique, parce que justement, il a aussi des besoins, le critique. Il a besoin d'argent. Et tout ça, et donc il doit se faire payer. Par exemple, quand une galerie ouvre ses portes en disant la Fondation H à Madagascar, la galerie va inviter les critiques de par le monde. Les critiques vont venir, ils vont avoir PRDM, logé, nourri, etc., etc. Et donc, il aura quelque part un certain gêne à émettre une critique négative parce qu'il sera redevable par rapport justement à l'institution qui est formée par les collectionneurs et tout ça. Voilà un peu, je pense. Est-ce que dans ce marché de critiques, est-ce que les critiques du Nord ne sont pas beaucoup plus audibles que les critiques du Sud? Comment dites-vous? Dans ce marché de critiques que vous avez évoqué dans votre discours, est-ce que les critiques du Nord ne sont pas beaucoup plus audibles que les critiques du Sud et ne disposent pas de plus, de moins aujourd'hui? Je pense pour un critique du Nord, ce sera pas, il s'en faut d'être redevable à quelqu'un, ce qui n'est pas le cas parfois de critiques de nos pays. Oui, effectivement, parce que le critique dans l'Occident ou dans la zone Nord, il est déjà inscrit en fait dans tout un système avec des magazines qui peuvent, par exemple, lui permettre une certaine indépendance, tandis que le critique du Sud, comme le milieu n'est pas encore assez structuré, il est tout autant dépendant en fait de ces institutions-là. Voilà. Fatem? Oui, je suis là. Oui, quelque chose à ajouter avant que je vous pose la prochaine question? Bon, j'ai apprécié surtout que l'idée que Elie avait parlé de. C'est vrai que certains critiques disposent de structure, alors que d'autres non. Et ça, ce n'est pas évident pour le travail et ce n'est pas évident aussi pour les artistes. Parce que plus le critique d'art dispose de moyens, dispose de visibilité, dispose d'aura, mieux vaut pour les artistes ou pour la scène ou pour l'orientation du marché de l'art. Parce qu'au fait, si les critiques arrivent à mettre le point sur des stratégies ou des œuvres ou un contexte artistique quelconque, ce rôle-là va être perçu, ou c'est ce qu'il va dire, va être perçu par le marché de l'art. Donc, il va y avoir une orientation quelconque.
Et ça, si le critique d'art n'a pas la possibilité d'élargir le champ de ses analyses, de son influence, il n'y a pas c'est-à-dire il n'y a pas une richesse pour les artistes. Parce qu'un artiste qui n'a pas de moyens de s'exprimer ou de parler de son œuvre ou de présenter son œuvre, ben, il restera caché. Le cas de beaucoup d'artistes, ils se sont connus juste après leur mort, où leur œuvre a été visible qu'après, c'est-à-dire qu'après, plus tard, ou jusqu'à soit. Donc, et ça, c'est pas facile. Donc, en fait, c'est complexe le rôle du critique, parce que, bon, allez, je m'amuse, on va dire qu'il fait la pluie et le beau temps. Parce que pour les artistes qui sont privilégiés par sa critique, par son analyse, ça sera une opportunité pour la carrière de l'artiste. Et d'autres dont on n'en parle pas. Et qui peuvent aussi, il y en a des talentueux, il y en a des gens mais qui n'ont pas cette possibilité d'aller vers l'avant. Il n'y a pas eu quelqu'un qui parle de leur démarche. Et ils sont nombreux. Donc, c'est pour ça, plus il y a des critiques, mieux c'est pour les artistes. Maintenant, les critiques sont un faible nombre, alors que les artistes, c'est une communauté. C'est énorme d'artistes chaque jour, avec les écoles, avec les pratiques qui naissent, avec l'art contemporain, avec la facilité des réseaux sociaux. Donc, ils font plein de choses, mais ils ont besoin toujours, malgré leur travail personnel, il y a toujours un besoin d'aller et que le critique, c'est-à-dire, les présente. Effectivement. Et Fatem, est-ce qu'il y a des tendances que vous avez observées dans les réactions des collectionneurs suite à des critiques spécifiques? Un exemple précis, déjà quand on voit la scène internationale, on voit que le côté pluridisciplinaire en ce moment, les vidéos, les performances, tout ça, il y a eu un moment où c'est-à-dire les marchands d'art n'étaient intéressés que par les peintures, que par les œuvres d'art, c'est-à-dire les tableaux. Alors que depuis, je ne sais pas, plusieurs années, plusieurs décennies, que l'intérêt est aux vidéos et aux performances ou à d'autres installations, ça commence petit à petit à aller, quoi. Donc, et je me dis, je n'ai pas un critique, un nom, mais je vois les influences. Je vois les influences dans les musées, dans les biennales. Plus le travail est pluridisciplinaire, il y a de tout. Et on peut pas se limiter à une technique ou à un médium précis. Mais ce qui est pour moi important, c'est la maîtrise de la technique. C'est ce qui intéresse de plus en plus aussi les critiques d'art. C'est-à-dire non seulement les sujets d'actualité, mais aussi la maîtrise des techniques qui se développent de jour au jour. Effectivement. Alors, l'autre question, si aujourd'hui les galeries et les maisons de vente aux enchères, vous pensez qu'elles prennent en compte les critiques d'art lors de l'évaluation et de la promotion des œuvres? Et si vous pouvez nous en citer des exemples concrets, avant qu'on passe aux questions du public, j'en vois dans le chat qu'il y en a qui commencent à poser des questions. Donc, on commence par Élie, après faire. Alors, est-ce que les critiques influencent justement les ventes aux enchères et tout ça? Du moins, le critique, comme il est justement la parole d'un certain média, il peut donc mettre en lumière des œuvres. Telles œuvres existent, telles œuvres n'existent pas. Mais dans cela, il y a tout de même l'enjeu, justement, comme c'est médiatique, il y a l'enjeu du système média. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont déjà en fait portées par ce système média. Il y a d'autres en fait qui sont délaissées par ce système.
autant le critique peut mettre en valeur les œuvres, autant il va aussi en éclipser d'autres. Parce que choisir de parler d'une œuvre, de deux œuvres, de trois œuvres, c'est aussi choisir de ne pas parler d'autres œuvres. Et donc, c'est très complexe, son influence à lui. Faten? En fait, c'est une question très dure pour moi, je vous le dis. Parce que moi, je vis dans un pays qui est ouvert à l'international. Mais on n'a pas de marché de l'art. C'est très restreint à quelques galeries ou à quelques… Donc, ce que je vais dire, c'est théorique. Dans la théorie, oui, ça influence le marché de l'art et il y a tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on essaye de savoir. Mais réellement, voir devant moi, ou partant de la Tunisie, ça reste théorique. Parce que, n'oublions pas, ce qu'on est en train de dire, le marché de l'art, c'est l'art international, c'est l'art occidental, c'est l'art c'est-à-dire où, par exemple, les autres continents, par exemple, comme pour le continent africain, il y en a pas mal d'exemples. Mais pays par pays, le marché n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire quand il n'y a pas de marché de l'art dans son pays, où il n'y a presque pas de critique d'art? Comment installer un système ouvert et qui communique avec le marché de l'art international? Mes difficultés sont là. Et ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que un critique d'art oriente le marché de l'art, il influence les décisions d'achat des collectionneurs. Et ça, c'est de la théorie. Et la difficulté d'un artiste, c'est qu'il peut être loin de tout ça. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas le système. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre, réellement. À comprendre. Je ne sais pas comment ça se passe. Quel est le critique d'art qui peut avoir une entrée, une influence, et comment? Donc, on reste quand même une cellule, quand je parle en tant qu'artiste toujours, hein, on reste comme des petites entités. Si notre travail n'est pas visible, n'a pas attiré, on n'a pas un réel exemple concret. Ce que tu me demandes, vous voyez, un exemple précis. Donc, ça reste très vague. On reste dans la théorie. Ce qui se fait aujourd'hui à l'international. On connaît toutes les chaînes. On connaît ce qu'il faut faire. Mais on n'arrive pas à suivre. Parce que localement, il y a une insuffisance totale. Ça manque de structure, ça manque de travail. Il y a plusieurs écoles d'art. Il y a énormément d'exemples, mais on n'arrive pas à comprendre. Moi, je vous assure. J'aimerais bien faire un jour un stage ou pour comprendre, pour peut-être voir comment ça se passe et peut-être être invité dans un milieu où on voit beaucoup de critiques d'art. Pourquoi pas une conférence avec beaucoup de critiques d'art et on arrive nous aussi à leur poser des questions. Ouais. C'est une réflexion que je pose. Merci beaucoup, Faten. Eustache qui est dans le studio, je pense, va prendre la relève par rapport à ça. Je parlais tout à l'heure des questions que j'ai vues dans les commentaires. Zie Koulibaly qui demande, parce que pour lui, il a l'impression qu'on ne parle de critique d'art que pour les arts visuels. Si c'est exact, donc, je ne sais pas, Faten ou Nelly qui répond à cette interpellation. Alors, Pardon. Non, vas-y. D'accord. Alors, le critique d'art, il se
il est très diversifié. Hein. Il concerne, par exemple, la photographie, le cinéma, la littérature, la musique, le design. Enfin, il est très large, quoi. Donc, ce n'est pas limité à l'art visuel. Voilà. Faten, vous confirmez? Alors, moi, peut-être parce que moi, je suis l'artiste visuel qui est dans ce panel. Peut-être on a orienté sans le... Vous voyez, spontanément, la donne, vu que dans les arts visuels. Mais c'est vrai que le critique d'art, ça vient d'abord, il est dans ce que vous dit maintenant Élie, mais à l'origine, il peut être aussi philosophe, il peut être enseignant, il peut être donc, il vient d'un domaine qui n'est pas les arts visuels. Effectivement. Donc, il touche à tous les domaines autour de l'art, mais il n'est pas artiste visuel, un critique d'art. Merci beaucoup, Fatem et Elie. Merci à Facher qui salue le sujet intéressant et les intervenants. Nous avons Christian Guilly, qui est le président de l'Organisation professionnelle des critiques d'art de Côte d'Ivoire et qui était un lauréat de nos cultures, qui depuis 2021, qui s'est véritablement engagé dans l'univers de la critique. Pour lui, le premier constat, c'est un manque d'éducation artistique de nos publics. Or, cette éducation est la connexion directe à l'appréciation de l'œuvre. Le deuxième constat, c'est le manque de prescription. Et le troisième, l'accès aux critiques. Il y a aussi Anne-Marie Aclogon qui parle du caractère ambivalent de l'influence, positivement et négativement, de la critique d'art. Elle se demande si on peut parler d'objectivité concernant l'analyse. Bon, voilà. Donc, avant que je prenne d'autres questions ou d'autres réactions, vous avez des... Oui, par rapport à l'objectivité, j'ai peut-être, c'est pas une réponse, mais justement une réflexion sur ça. C'est que effectivement, comme je disais au départ, c'est que la critique vaut quelque chose parce que elle est censée être objective, c'est-à-dire pas sous influence, alors que ce n'est pas réel. La critique est toujours sous influence, notamment de la géographie, du système de la critique, du système médiatique, du marché de critique aussi, et aussi, ne serait-ce que parce que c'est de l'art, il s'agit là de subjectivité, de sensibilité, c'est-à-dire que quand le critique, il va apprécier une œuvre, effectivement, il va partir de sa sensibilité à lui, de comment est-ce qu'il ressent les choses. Mais après, justement, pour pouvoir parler à l'autre, il va objectiver sa critique. Il va partir de critères qui sont compréhensibles effectivement pour les autres. Et donc, il va effectivement partir de sa subjectivité, mais aller tendre vers une certaine objectivité. Une objectivité qui n'est pas toutefois absolue, c'est-à-dire qui part uniquement de l'objet, mais qui sera influencée par d'autres critères. Voilà peut-être. Effectivement. Fatem? C'est une très bonne question. Moi, je trouve que le côté objectif-subjectif dans le choix du critique, pas un, ça c'est sûr. Parce que, après tout, c'est un être humain. Le critique d'art, il a une sensibilité via tel ou tel sujet, ou telle personne, ou tel contexte. Donc, il y a un facteur personnel là-dedans. Mais, l'avait bien dit Élie, quand il dit que quand il va parler après, il va objectiver ce côté personnel. Mais il existe, on ne peut pas le nier. Parfois, le côté subjectif joue un rôle. Parfois, c'est l'instinct, on peut dire que c'est l'instinct aussi. C'est quelque chose que parfois le critique n'arrive pas à exprimer depuis le début. Donc, ce contact avec l'œuvre ou avec l'artiste peut avoir
quelque chose de très personnel. Mais comment maîtriser ça? Comment l'orienter positivement? Comment se détacher de ce côté cœur? Parce qu'il n'est pas un consommateur de l'œuvre. Ce n'est pas comme un spectateur dans une biennale ou dans un musée ou dans une galerie. Parce que le critique d'art travaille. C'est le visiteur qui rentre pour contempler, pour comprendre. Le critique d'art a un rôle, donc il est payé pour, il est appelé pour, donc il travaille, il a un rôle important. Et je trouve que ça le met parfois dans une situation gênante. Parce que parfois, on peut avoir aussi une amitié avec l'artiste, comme certainement une amitié avec la galerie ou avec ceux qui travaillent dans le... Mais comment se détache? Et là, c'est la personne. Je trouve que si la personne a des valeurs aussi, c'est-à-dire dans un sens, il sait se protéger au côté personnel, il arrive. Mais peut-être qu'il y a des gens qui, je ne sais pas, moi je ne connais pas tout le monde, mais il y a ceux qui arrivent à aller vers l'avant et à travailler avec ce côté personnel, mais à une faible densité. Peut-être que d'autres, je ne sais pas comment ils arrivent à le faire. Mais c'est important et ça existe. Ça existe. D'accord. Juste pour peut-être donner un exemple un peu du travers dans lequel le critique peut tomber par la subjectivité. Je constate par exemple que, il y a un philosophe africain qui l'a soulevé, c'est que le critique généralement occidental, quand il va interpréter ou analyser une œuvre africaine par exemple, il va partir en fait de ce qu'il a lu, ce qu'il a déjà lu. Par exemple, en analysant, disons, un Jean-Luc Raharman, il va partir de ses lignes. Alors que ce qu'il a lu est dans un contexte très différent du contexte dans lequel l'artiste africain est. Ce qui va en fait biaiser sa manière de voir. Et c'est là en fait que justement il est important d'avoir des critiques qui sont justement dans le contexte et pour justement faire en sorte que les avis divergent. C'est des subjectivités différentes qui peuvent en fait, quand on les met face à face, permet de trouver au lecteur lui-même une certaine objectivité, disons. Merci beaucoup, Eliel Faten. Nous avons d'autres questions de Khatib Aïou, qui est le président de l'association culturelle Art Colombe, qui, comme vous avez bien défini, le rôle du critique d'art sur le marché de l'offre artistique. Mais lui, il voudrait savoir son apport aux artistes. Oui, vous avez bien défini le rôle du critique d'art sur le marché de l'offre artistique, mais il voudrait bien savoir son apport aux artistes. S'il existe des mécanismes qui peuvent permettre aux artistes de mieux découvrir l'univers des critiques d'art. Oui, je partage la deuxième moitié de sa question. Moi aussi, j'ai envie de découvrir le monde des critiques d'art en tant qu'artiste, parce que vrai, ça reste une énigme. Pourquoi il choisit tel ou tel artiste et pas d'autres? Et donc, c'est vrai que on comprend que le contexte et tout ça, mais il y a des coins cachés que nous, les artistes, on ne comprend pas. Et donc, je m'associe à la personne qui a posé cette question pour dire que c'est un monde que les artistes, on aimerait bien se renseigner. Et parce que ça reste le rêve de l'artiste qu'il soit attiré, qu'il soit vu, que son travail soit perçu par les critiques. Donc, on veut s'adresser à eux. Comment ça, même quelqu'un qui a fait du chemin, même quelqu'un qui a tenté plusieurs années de travailler ou d'être visible, mais ça reste toujours un point qu'on ne comprend pas. Comment fonctionnent les galeries, comment
fonctionnent les musées, comment fonctionnent les commissaires, le marché de l'art, les critiques. Et tous ces paramètres-là, on sait, mais on ne sait pas en même temps. On arrive à assimiler certaines parties, mais on ne comprend pas non plus. Donc, voilà. Moi, en tant qu'artiste, bien sûr, je parle toujours de ce quelque chose qui me préoccupe personnellement. Elie, c'est dommage aussi Kigo Diarra, qui pourrait parler pour ceux qui sont sur les marches de l'art. Malheureusement, il n'a pas pu les rejoindre. Donc, Elie, tu peux y aller pour répondre à la question. Alors, peut-être que justement, ce webinaire-là, déjà, constitue déjà une grande partie de cette aide à comment comprendre le fonctionnement de la critique. Les initiatives comme Nos Cultures, par exemple, qui donnent des formations sur le fonctionnement des marchés de l'art, la critique, etc. Tout ça, c'est une manière, en fait, d'aider à comprendre. Mais juste peut-être pour éclairer comment le critique choisit les œuvres, c'est effectivement un système médiatique. Le critique, il va sélectionner l'œuvre justement parce qu'il l'a vue. C'est donc parce qu'il l'a vue dans une galerie, parce qu'il l'a vue dans un magazine, par exemple. Et donc, en fait, c'est tout un système de l'art aujourd'hui qui n'est pas encore très structuré dans nos pays, n'est-ce pas, Faten, hein, qui n'est pas encore très structuré. On n'a pas encore... Et puis, tu viens de dire, Elie, qu'il oui. peut voir dans un magazine ou dans une galerie, mais ceux qui ne sont pas sur les magazines et dans les galeries, et qui sont des artistes, par exemple, qui ont des ateliers. Maintenant, c'est très bien que chaque artiste a un atelier et il peut être visible par les critiques d'art. Mais est-ce que réellement, il y a un intérêt réel au lieu d'avoir un artiste qui est déjà préparé, qui est déjà sur le côté déjà médiatisé, alors que d'autres qui ne sont pas encore médiatisés. Par exemple, on le dit comme ça. Est-ce que l'atelier pourrait-il avoir un niveau assez de visibilité comme on va vers dans un magazine ou dans une galerie au musée? Est-ce que l'atelier de l'artiste, donc la directe, donc pour voir l'œuvre, pour la comprendre, nécessite l'attention des critiques d'art? Je ne sais pas. Moi, juste effectivement, le critique pourrait s'intéresser à un atelier, sauf que pour moi personnellement, après je ne parle pas pour tout le monde peut-être, mais pour moi, une exposition en fait, c'est une structuration justement de l'œuvre. C'est à partir d'une exposition qu'on pourrait effectivement faire se mouvoir la pensée et établir un certain discours. Et justement, à ce moment-là, ça a de l'intérêt parce que une exposition, ça s'inscrit dans une sorte d'histoire. L'atelier, lui, il est continuellement là. Il est toujours dans une sorte de production. Tandis que l'exposition marque une certaine temporalité. Et en cela, pour moi, hein, personnellement, ça devient plus intéressant parce qu'on peut parler, inscrire les œuvres, par exemple, dans un certain mouvement ou dans un certain temps, etc. etc. Pour moi, peut-être, l'enjeu, c'est justement pour ces galeries-là, parce que ce sont les galeries, en fait, qui devraient mettre d'abord en valeur les artistes et justement de s'ouvrir, de permettre aux artistes d'ici et d'ailleurs d'exposer chez eux. Des médias aussi de mettre en valeur ces expositions-là, par exemple. Et pour ça, on ne peut pas faire l'économie sur le travail qu'il y a à faire avec les attachés de presse en amont. Et ça, c'est dommage, mais la plupart des journalistes préfèrent se passer de ce travail
qui est très importante dans la promotion, qui est très importante dans la promotion de nos artistes. Nous continuons avec les questions du public. On a Francis Akovi qui salue l'intérêt de ce sujet pour pour sa génération qui aspire à devenir critique d'art. Il a une inquiétude comment les critiques d'art peuvent maintenir leur objectivité et leur intégrité face à la pression du marché et de relations avec les artistes et les collectionneurs, la question de la connivence. Voilà. Fatel, votre micro est fermé. Bon, c'est un peu long comme question. Si Oui. on arrive à prendre une partie. C'est encore la question de l'objectivité. On a parlé de ça tout à l'heure, de l'objectivité, de l'intégrité. Je peux passer à Élie la réponse? J'arrive pas à cerner la... Pardon. Oui, Élie? Oui. Alors, pour moi, je pense qu'il s'agit en fait, effectivement, d'une structuration en fait du marché de l'art et des critiques d'art. Pour que le critique soit objectif, il doit déjà avoir une certaine indépendance par rapport aux galeries d'art, par rapport aux artistes, et donc peut-être avoir une indépendance financière d'abord, hein. Ne serait-ce que pour aller voir l'exposition. Par exemple, moi, si je veux aller à Dakar, par exemple, pour voir une exposition d'une certaine galerie, si la galerie va me payer mes frais pour aller là-bas, il est logique que je ne sois pas objectif dans mon appréciation de l'exposition. Si par contre je pars et que mes frais sont endossés par exemple par un média ou par une association de critiques par exemple qui permet ces déplacements, qui permet pour moi d'avoir une certaine indépendance financière, alors effectivement là l'objectivité serait garantie. Et donc c'est une question de structuration du marché et de l'art africain en général, qui peut permettre justement une objectivité plus accrue des critiques. Merci beaucoup. Léa, la remarque de Christian Guéhi, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut élargir le champ de la critique avec l'humour, la mode, le slam, car nous avons une jeune génération beaucoup plus branchée sur les domaines cités, sur la honte de la matière, en plus les moyens ils sont, leur industrie est puissante. Comment c'est pas quelle est la question? Je n'ai pas entendu. Pas, pour lui, il faut élargir le champ de la critique. Avec l'humour, la mode, le slam. Voilà. D'accord. Oui, effectivement, on peut élargir la critique selon les intérêts du critique lui-même. Et aussi peut-être avec une structuration, parce que le milieu de l'humour, par exemple, si je vais parler de l'humour à Madagascar, il serait peut-être difficile d'avoir une pensée parce que l'humour date d'hier, par exemple. Et peut-être... En fait, moi, en tant que critique, moi, j'aime bien m'inscrire dans une certaine temporalité. Penser une œuvre par rapport à hier, par rapport à aujourd'hui, permet en fait de mettre l'œuvre en situation. Et la mode, par exemple, c'est très intéressant, la mode à Madagascar, hein, parce que là, on s'inscrit véritablement dans une sorte de temporalité. On peut voir ce qui se fait aujourd'hui par rapport à ce qui se fait hier et par rapport aux enjeux justement de la mode, par rapport aux standards qui sont en jeu, la déstructuration, etc., etc. Mais
moi, je pense qu'il y a un enjeu, c'est que le critique, il a tendance, lui, à être très, très, très sérieux, très, très, très cérébral, ce qui peut engendrer un certain divorce avec le jeune public. Merci beaucoup. Oui, Francis Akovic, il y a une autre réponse. On va poser la question avant de reprendre une autre ligne. Pour Francis Akovic, si l'impact des critiques d'art est plus significatif dans certains genres ou mouvements artistiques que dans d'autres. On sait que les critiques d'art, la branche cinéma fait partie aussi des plus actives quelque part. J'ai pas entendu, j'ai pas bien entendu la question. Si l'impact des critiques d'art est plus significatif dans certains genres ou mouvements artistiques que dans d'autres. Alors, je pense que effectivement, dans les genres où on a, disons, intellectualisant, la critique est peut-être plus écoutée qu'ailleurs, par exemple. Par exemple, pour la littérature, parce que de toute façon, c'est des lettres. Hein, et donc, la critique, celui qui lit des livres, il va avoir de la facilité à lire la critique. Par contre, en musique, par exemple, les formats sont assez différents et peut-être qu'il y aurait plus de difficultés à appréhender la critique, sauf bien sûr, mais ça peut être contourné en faisant par exemple des podcasts vidéo. Il y a par exemple l'écrivain Alain Mabankou qui va faire des critiques de musique, hein, mais pas écrit, mais justement dans des podcasts, dans des formats vidéo qui sont accessibles au grand public. Et là, justement, il fait preuve d'une certaine inventivité pour que la critique soit accessible à tous. Et il y a en fait des enjeux comme ça qui peuvent être pensés pour refaire justement la critique et être peut-être plus proche du public et sortir la critique de de cette boîte intellectualisante. Parce que mine de rien, oui, c'est bien de parler des idées, des principes, mais qui est-ce qui écoute au final? Qui est-ce qui lit? Et donc, comment réinventer cette critique pour être plus proche d'aujourd'hui, des jeunes et du grand public? Et ce qui nous amène, c'est une autre question pour nous amener à notre partie de notre panel. Les critiques d'art à l'ère du numérique, comment ces critiques ont évolué avec l'avènement des réseaux sociaux et des plateformes en ligne? Est-ce que les critiques traditionnelles sont toujours aussi influentes? Vous m'avez reçu? Oui, j'ai bien écouté. Peut-être Faten d'abord. Pardon? Peut-être Faten. Oui. Bon, je crois que c'est la spécialité du commissaire, du critique d'art. Bon, écoute, c'est vrai que l'ère numérique a changé beaucoup de choses et invite les gens à se renouveler, à réfléchir, même sur le plan des critiques d'art. C'est-à-dire qu'au contraire, plus les moyens numériques sont mis à disposition, et plus c'est meilleur pour l'artiste. Parce qu'on connaît les réseaux sociaux, on connaît les médias, et s'il y a une bonne critique ou une mauvaise, c'est-à-dire que c'est vite propagé. Donc l'ère du numérique a aidé encore à la visibilité des œuvres propulsées par les critiques d'art ou le contraire. Donc on est dans l'ère de la vulgarisation, donc des informations, des textes, de noms des artistes, des œuvres, et ça aide encore plus. Je trouve que les critiques d'art, au contraire, le côté numérique a aidé à influencer
d'ouverture à l'universel et des œuvres et des textes, des analyses influentes sur sur les œuvres et comme aussi sur les artistes. D'accord. Je voudrais parler d'un témoignage d'abord. En tant que justement commissaire d'exposition dans une exposition à l'aéroport Ravnal Airport à Madagascar, dans une exposition en fait qu'on a organisée avec une galerie ici. Et donc j'ai écrit les textes de l'exposition sur une sculpture, et le texte il va faire l'objet d'une polémique. Il y aura un pasteur donc qui va asserter que le texte en question est d'obédience maçonnique, qu'il met en œuvre, que le texte il était satanique et tout ça. Il va dénoncer, il va me dire à moi que... Et il a eu en fait, parce qu'il a eu un impact médiatique, parce qu'il va avoir ses fidèles, etc., etc. Et donc, là, il y a quelque chose d'extrêmement dangereux avec Internet. C'est que tout le monde, en fait, peut parler. Et le critique, lui, là, il n'a pas forcément son autorité. Et donc, les réseaux sociaux, le numérique aujourd'hui, pose en fait un défi, justement, aux critiques d'art. Comment est-ce qu'il va asseoir l'autorité de son discours devant un monde où tout le monde a son mot à dire? Et finalement, on revient à la question de Regina au départ, qui dit qui est critique aujourd'hui et qui ne l'est pas. Et donc, dans tout cela, en fait, toujours, ce sera la structuration du milieu. Une structuration qui peut justement mettre, asseoir cette autorité du critique, hein, et qui peut lui donner son importance. Parce que dans le cas contraire, les cas de Ravnala Airport peuvent se reproduire à l'infini. Donc voilà un peu. Si je peux rebondir, oui. Ce problème, l'artiste aussi est confronté à ça. C'est-à-dire, si quelqu'un peut faire une critique, surtout si on touche à la religion ou à un sujet tabou, et puis qu'on est donc confronté au public, c'est-à-dire au public numérique, donc les réseaux sociaux ou même. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on est donc confronté à ce genre de situation. Que ce soit même dans une galerie et sans même les réseaux sociaux, si on est en live déjà. C'est-à-dire, vu que dès que le produit devient public, un texte devient public, une œuvre devient publique, elle est confrontée à deux situations. Donc, à ceux qui soutiennent et à ceux qui sont critiques acerbes, au point de hacher toute la stratégie et même de présenter des choses même diffamatoires. C'est-à-dire au-delà, qui dépasse l'artiste, qui dépasse les commissaires, qui dépasse les critiques d'art et toute la chaîne, toute la structuration. Donc, je trouve qu'ici il y a toujours c'est-à-dire un moyen. Il faut toujours inventer et être prêt à défendre, à parler ou donner des contre-exemples, ou d'aller contre ce genre de vagues négatives qui n'ont de sens que de saper l'art et la culture en général. C'est-à-dire que, comme il y a des défendeurs de la culture, il y a aussi des gens qui sont derrière pour saper. C'est difficile à nous, les êtres humains, à l'art, à la culture, à faire face à cette situation, sur tous les niveaux. Et je crois que le rôle du critique ici, il a encore une matière plus importante pour écrire, pour rebondir,
que l'artiste n'a pas. C'est-à-dire que l'artiste n'a pas les moyens de se défendre autant que la personne qui parle en son nom et qui a les moyens, qui a le verbe, son stylo, sa page, et pour aller vers l'avant et déstabiliser ce côté, cette vague qui a pour pas négatif, on va dire. Donc, les maîtres mots, c'est comment arriver à les déstabiliser et qu'ils reculent. Parce que sinon, tant qu'il y a vide, ils prennent place. Merci beaucoup Fatem et Elie. On n'a pas vu le temps passer. Il nous reste moins de 4 minutes. Et j'ai encore un ensemble de questions. Je vois là le commentaire de NCSA qui parle de réel impact qui considère qu'il faudrait que le travail de critique soit connu. Mais on va être obligé de clôturer avant que Scratch ne me tape sur les doigts. En matière de perspective et d'avenir, aujourd'hui, quelles sont les tendances émergentes que vous observez dans le domaine de la critique d'art? En même temps, ce sera le mot de la fin. Je pense pas Fatem. Est-ce que vous pouvez répéter un peu la question? Je n'ai pas très bien entendu. À la fin, oui. Oui, en fait, comment voyez-vous l'évolution future du critique d'art? Quelles sont les tendances émergentes que vous observez dans ce domaine en ce moment? C'est une question pour... Bon, c'est expérimenter, chercher, toujours, ne pas utiliser les mêmes méthodes, les mêmes moyens. Je ne sais pas, trouver d'autres façons de réfléchir. C'est vrai que on l'a dit que le critique a un rôle très important pour la carrière de l'artiste et pour l'œuvre. Mais tout à l'heure, Elie a parlé des structures. Est-ce qu'il faut toujours avoir les structures? Il ne faut pas ajouter d'autres éléments à ces mêmes structures qui existent. Vous voyez, c'est, par exemple, quand on dit que le marché de l'art, il y a deux niveaux. Soit le marché primaire et les ventes directes entre l'artiste et le collectionneur. Et sans le mot de critique d'art qui appuie, cette œuvre n'a pas de sens, n'a pas sa valeur. Sinon, le deuxième niveau, c'est le marché de l'art secondaire. Là, c'est au niveau des collections, des musées, des galeries, etc. Je pense que je reviens à l'atelier des artistes, au contact direct avec les artistes. Pourquoi pas aujourd'hui? Ce sont devenus des lieux de jeunesse, de stockage et de visibilité des artistes. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'aller exposer. Je parle de beaucoup d'artistes qui n'ont pas cette possibilité d'être présentés à des galeries ou à des situations. Que moi, je m'en souhaite si je peux avoir plus de commissaires, plus de critiques d'art, plus de galeristes, plus de musées qui s'intéressent à ce marché de l'art direct. On sait qu'il y a les deux au niveau avec les artistes, mais c'est comme ça que la dynamique pourrait être plus importante et réelle. Et en même temps, pourquoi ne pas revoir les structures, ajouter à d'autres, comme je l'ai dit. Merci beaucoup, Fatem, Russie, artiste visuel qui est sélectionné à la prochaine Biennale de Dakar. Elie? Rendez-vous en novembre, on va dire. Novembre, la nouvelle installation. D'accord, on se retrouve à Dakar. Donc, Elie? Alors, ma vision du milieu du critique d'art aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a des enjeux qui se présentent à la critique d'art africaine aujourd'hui, avec l'organisation, par exemple, des prix No Culture, avec des magazines qui donnent la place à la culture, à la critique aujourd'hui. Effectivement, il y a une émergence d'une autre voie. Mais cette voie-là, en fait, est
confronté à des enjeux. D'abord, pour garantir son objectivité, il faut justement arriver à ce que la critique soit indépendante, et indépendante d'abord financièrement, c'est-à-dire indépendante des galeries, surtout, et qui peut donc faire sa critique de manière libre. Il y a aussi un défi justement donc de structuration de tout le milieu culturel et artistique africain, justement pour permettre à ces voix-là, à l'ère du numérique, d'avoir une certaine autorité. Parce que tant que la critique d'art africaine aura une voix plus frêle que la critique d'art du Nord, des grandes galeries parisiennes, l'art africain n'aura jamais autant de place que l'art occidental. L'enjeu maintenant, c'est que c'est historique. Si l'histoire de l'art s'est fait depuis dans l'Occident, aujourd'hui, cette histoire de l'art peut se faire aussi ici, sur notre continent. Et voilà justement l'enjeu justement de la critique d'aujourd'hui et les défis auxquels nous sommes confrontés. Merci Elie Rabanal-Kaval, critique de culture 2023 et écrivain. Merci Fatou Bessé, artiste culturel. Nous sommes arrivés au terme de ce panel sur la critique d'art sur le marché. Je tiens à remercier chaleureusement chacun de mes intervenants pour leur perspective éclairante et leur contribution précieuse. Nous allons explorer en profondeur le rôle central des critiques d'art dans l'écosystème artistique, en particulier dans les arts visuels, une discussion en lumière comment ces critiques peuvent façonner les carrières des artistes, influencer les décisions des collectionneurs, des stratégies des galeries et des maisons de vente aux enchères. Vraiment, toutes nos excuses par rapport à Igo Djara qui a eu un empêchement qui n'a pas pu nous rejoindre, et nous avons aussi également examiné l'évolution des critiques d'art à l'ère numérique en tenant compte de l'impact croissant des réseaux sociaux et des plateformes en ligne. Ce dialogue a souligné l'importance de maintenir un équilibre entre la critique professionnelle et les opinions issues des nouvelles formes de médias. Je souhaite rappeler que la critique d'art, bien que subjective, joue un rôle essentiel dans la valorisation et la compréhension des œuvres d'art. Elle contribue à une culture riche et dynamique où les œuvres sont non seulement créées, mais aussi examinées, discutées et appréciées à travers diverses perspectives. Je vous remercie tous, nos invités et notre audience pour votre engagement et vos questions stimulantes. Et c'est grâce à des échanges de ce type que nous pouvons continuer à enrichir et à diversifier le dialogue autour de l'art. Nous espérons que cette discussion vous a inspiré et a offert de nouvelles perspectives sur l'importance des critiques d'art, et nous vous encourageons à continuer cette conversation dans vos propres cercles et à réfléchir à la manière que vous pouvez contribuer à ce dialogue critique. Encore une fois, merci à moculture.info, à l'association Nord-Ouest Culture et à M. Eustache Agboto pour la coordination éditoriale de ce panel. Bonne soirée, bonne journée à tous et merci pour votre participation. C'était très bien.